amis, j'ai la grande joie et j'en remercie aussi Vithoulkas Homeopathic Community de vous présenter, de vous faire une introduction dans l'homéopathie classique hahnemannienne. L'homéopathie classique hahnemannienne ou l'homéopathie classique tout court ou l'homéopathie individualisée. Il s'agit donc de la discipline, de la science, telle qu'elle a été décrite, établie par son père fondateur, le docteur Samuel Hahnemann, au tout début du XIXe siècle. Il s'agit donc de l'homéopathie originale et du sens originel du mot. D'ailleurs, vous le savez, Hahnemann est celui qui a utilisé pour la première fois le mot homéopathie. Et c'est encore lui qui a employé pour la première fois le mot allopathie. Je souhaitais donc vous parler de cette science car bien qu'elle ait plus de 200 ans, bien que Hahnemann même l'ait pratiquée en France un certain nombre d'années avant sa mort, donc il s'agit de la discipline authentique originale, bien que dans la lignée homéopathique hahnemannienne, plusieurs homéopathes français se soient illustrés, j'ai le sentiment qu'elle est assez peu connue et assez peu pratiquée en France actuellement. Ses règles d'application sont exactes et précises et elle a peu d'effets indésirables. La seconde raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, c'est que parmi toutes les médecines dites alternatives, l'homéopathie classique est des rares, si pas la seule, à avoir des articles, des cas publiés, ainsi qu'une activité de recherche, des cas cliniques publiés dans des revues médicales internationales, y compris des revues de médecine conventionnelle. Avant d'aborder plus en détail les règles et les principes de l'homéopathie classique, je vais vous dire quelques mots sur son fondateur et comment tout a commencé. Le père fondateur de l'homéopathie classique a été Samuel Hahnemann, médecin allemand qui a vécu entre 1755 et 1843. Hahnemann était un homme avec des valeurs morales exceptionnelles. En plus de ça, il avait une passion pour l'étude. Il adorait par-dessus tout apprendre, ce qui lui a servi pendant les années d'études car ses possibilités financières étaient très réduites. D'ailleurs, Hahnemann, toute sa vie, a eu des problèmes financiers. Et donc, à l'école, il aurait été vite exclu de l'établissement scolaire s'il ne s'était pas montré aussi assidu et consciencieux. Il aimait faire tout très méthodiquement, pas à pas, comme il disait, en le citant, lire correctement, digérer la quantité et ensuite la ranger dans son esprit. Fin de la citation. Il avait ainsi appris facilement plusieurs langues, italien, français, latin, grec, anglais, arabe, hébreu, ce qui également l'a aidé pendant sa vie pour gagner sa vie. Lorsqu'il a commencé à pratiquer la médecine, il a été vite déçu par les méthodes thérapeutiques de l'époque, considérant comme barbares les saignées, les phlébotomies, les sangsues, les lavements intensifs. Aussi, il ne comprenait pas pourquoi et comment ce genre de méthode pouvait être administré dans un but thérapeutique et qui plus est sans avoir été expérimenté. Il a pris position ouvertement dans ce sens, ce qui lui a valu beaucoup de ressentiment, d'ailleurs, de la part de ses confrères. Mais à un moment donné, il s'est dit qu'il ne pouvait plus infliger cette sorte de double peine aux malades et il a décidé d'arrêter la pratique médicale. Et pour pouvoir entretenir sa famille nombreuse, Hahnemann a eu 11 enfants, il a commencé à faire des traductions. Il lui est arrivé de traduire jusqu'à 4700, 5000 pages par an.
Et il a traduit des ouvrages en latin, du latin, d'anglais, de français, parallèlement avec une activité d'étude de la chimie. Parmi ces ouvrages, qui étaient des ouvrages publiés dans son temps ou des ouvrages datant des temps plus anciens, par exemple, a traduit les œuvres d'Hippocrate, il est tombé sur une Materia Medica écrite en anglais par Cullen. Donc Materia Medica, c'était une sorte de Vidal où tous les médicaments de l'époque étaient présentés avec leur mode d'action. Et dans ce livre, bon, il a été extrêmement intrigué lorsqu'il a lu le mode d'action de la quinine qui était noté dans ce livre. La quinine était utilisée donc contre le paludisme et il était dit que la quinine devait son effet bénéfique en cas de malaria à son action tonique sur l'estomac. Il a donc voulu tester lui-même quel était cet effet tonique sur l'estomac et ainsi, après quelques doses de quinine, il s'est vu développer de la fièvre qui ressemblait fortement à la fièvre paludique, avec la même périodicité, avec les frissons qui accompagnaient, avec les céphalées, etc. Il connaissait bien le paludisme parce qu'il en avait eu plusieurs cas précédemment à traiter. Il a donc conclu, et plus que ça, il a même noté, il a fait des annotations dans sa traduction, en prenant ainsi position, il a conclu que l'action de la quinine dans le contexte de malaria est thérapeutique parce qu'elle est capable de générer les mêmes symptômes chez le sujet sain. Il a donc réalisé que pour pouvoir traiter des malades, il devrait employer des substances qui étaient génératrices des mêmes symptômes. Il s'était donc résigné qu'il aura testé pas mal de substances afin de connaître leur spectre de symptômes. Mais le problème qui s'est posé par la suite a été celui des doses qui étaient assez toxiques. Et pour éviter les effets toxiques, il a commencé à faire des dilutions de plus en plus et à les tester en même temps et à recueillir minutieusement les effets apparus. Et pour être sûr que la substance active diluée était bien uniformément dispersée dans le liquide vecteur, il a complété le processus par des succutions. Il commençait ainsi la dynamisation. Hahnemann s'est donc mis à faire des provings avec un groupe restreint de connaissances proches, tout en notant scrupuleusement les effets apparus dans le but de pouvoir reconnaître l'indication de la substance diluée et dynamisée au moment venu chez les malades affichant les mêmes symptômes. Similia similibus curentur, cela veut dire des semblables guérissent les semblables. Pour autant, il n'a pas été le premier à observer ça. Déjà, Hippocrate en avait parlé dans ses ouvrages et dans la littérature accessible à Hahnemann à cette époque-là, qu'il avait déjà traduit, il y avait pas mal de publications mentionnant cette sorte d'action. En revanche, Hahnemann est celui qui a donné un nom à cette méthode de traitement, homéopathie, du grec homoios, semblable, et pathos, ce qu'on éprouve. Ainsi, la loi de la nouvelle médecine était énoncée, similia similibus curentur, qui était donc opposée à contraria contrariis curantur, la méthode largement employée à l'époque et pour laquelle Hahnemann avait pu observer l'inefficacité. Par exemple, donner de l'opium en cas d'insomnie ne faisait effet qu'en temps. Après cela, le symptôme initial revenait en force.
pareil avec les laxatifs, leur effet n'était qu'assez transitoire. En même temps, il a réalisé qu'il était indispensable de relever la totalité des symptômes, c'est-à-dire les symptômes donnés, énoncés par le patient même, les symptômes observés par l'entourage du malade et les symptômes observés, relevés par le médecin d'une manière objective. Et comme il avait l'habitude d'aborder et d'accomplir tout très méthodiquement, il s'est rendu compte qu'il fallait administrer un seul remède à la fois afin de noter, d'en observer, de nouveau avec beaucoup d'attention, les résultats, d'en tirer les conséquences et d'en décider la marche à suivre. Bien sûr, Hahnemann a publié ses observations, conclusions et découvertes. À l'époque, il y avait une émulation pour les publications et le fruit de son travail de recherche, d'abord le recueil des Proving, a été publié dans la Materia Medica Pura, qui ressemblait, comme on l'avait dit, les substances, les remèdes utilisés avec leurs caractéristiques, avec les effets qu'ils pouvaient produire. Et en 1810, il a publié la première édition de l'Organon de l'art de guérir, ou l'Organon de la médecine, dans lequel il expose d'une manière aussi systématique qu'exhaustive et détaillée les principes de la nouvelle médecine, de la nouvelle méthode thérapeutique. Cet ouvrage est organisé en aphorismes, comme c'était la coutume à l'époque, et dans ce livre, Hahnemann expose non seulement les principes théoriques, mais aussi le mode de préparation des remèdes ou les règles de faire un proving. Tout ce qu'il savait a été détaillé dans cet ouvrage, dont le premier aphorisme commence de cette manière: la plus haute et même l'unique vocation du médecin est de rétablir la santé des personnes malades, ce qu'on appelle guérir. Bon, il a eu 6 éditions de l'Organon, chacune bien révisée, bien enrichie par Hahnemann lui-même, mot par mot. 5 ont été éditées de son vivant, la 6e a été éditée peu après sa mort. Et également, on doit mentionner un autre ouvrage, celui des maladies chroniques, où là encore, Hahnemann va apporter des idées novatrices et originales, comme celle des miasmes. Par la suite, l'homéopathie hahnemannienne s'est répandue partout dans le monde et toute une série de médecins, de personnalités scientifiques ont adhéré à cette méthode thérapeutique en apportant leur contribution. Parmi les plus brillants, on peut nommer James Tyler Kent, qui a été auteur d'une Materia Medica dans laquelle il décrit aussi les symptômes émotionnels et mentaux des remèdes, également auteur d'un répertoire longtemps utilisé exclusivement par les thérapeutes, par les homéopathes. William Buriquet avec sa Materia Medica, von Lippe, Hering et de nos jours, un des plus grands homéopathes classiques, sinon le plus grand de notre époque, est Georges Vithoulkas, qui vit en Grèce. Ils ont tous contribué au développement et la mise au point de la théorie de l'homéopathie classique, ainsi que l'élaboration de ses lois et règles de pratique. Quels sont donc les principes, la substance, l'essence de l'homéopathie classique? La prémisse sur laquelle sont construits les principes thérapeutiques de l'homéopathie, c'est que l'organisme humain est gouverné par une bioénergie qui préserve la santé de la meilleure manière possible en fonction des circonstances de la conception
génétique, épigénétique, etc. Ce complexe énergétique de l'organisme est intimement connecté au système de défense. Ils en font un. Le terme de complexe énergétique doit être compris plutôt comme la capacité de l'organisme à répondre, à réagir promptement aux stimuli internes et externes, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'état de santé ou de maladie tient de la capacité de l'organisme à maintenir l'homéostasie, l'équilibre en harmonie, la constance. Le complexe énergétique que Hahnemann nommait force vitale ou principe de vie a comme rôle essentiel, comme mission, le maintien de la constance, de l'harmonie, de l'équilibre initial et la préservation de la vie de cette manière. Lorsque affecté par des stimuli dont la force est importante, cette énergie, comme des maladies ou des perturbations ou des affections, des traumatismes, cette énergie va mandater et guider, va marshaller le système de défense pour combattre l'agression, car elle est programmée à revenir à son état dynamique de normalité. Nous sommes donc faits d'énergie. Cette idée qui figurait comme une intuition chez les homéopathes a de nos jours de plus en plus d'écho, notamment en physique quantique. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir le sujet de la nature énergétique du corps humain et ses preuves, je vous invite à regarder sur YouTube la conférence de David Tong, professeur de physique à l'université de Cambridge, sur le sujet « Les vrais éléments fondamentaux de l'univers ». Bon, c'est vrai que l'article peut paraître un peu technique, mais reste quand même dans un langage assez accessible. Et un autre document, encore plus accessible, est le cours du professeur Vithoulkas à l'Académie internationale d'homéopathie classique à Alonissos en 2019, qui est aussi facile à trouver sur YouTube. Donc, au cœur de notre corps, le système de défense a un rôle protecteur contre des effets hostiles qui résultent de l'interaction de l'organisme humain en tant que système énergétique ouvert. L'organisme humain, c'est un système énergétique ouvert soumis aux influences. Et donc, suite à son interaction avec les stimuli de toutes sortes de nature, il peut y avoir des effets hostiles et c'est le système de défense qui a le rôle de protéger contre ces effets hostiles. Le système de défense est formé essentiellement de système réticulo-endothélial, le système nerveux sympathique et parasympathique, du système endocrinien et le système immunitaire, le système lymphatique. Et il s'efforce en permanence d'avoir l'homéostasie, l'équilibre optimal. Suite à une interaction, donc une modification de l'homéostasie, de l'équilibre qui était maintenu en harmonie, tout de suite, le système de défense agit automatiquement et il va remettre de l'ordre. Il revient, il ramène tout à la normale. Mais en cas de perte de l'homéostasie, l'organisme développe des signes et des symptômes en guise de réponse de la part du système de défense qui s'efforce de rétablir l'équilibre. Il est donc programmé à revenir à un état dynamique de normalité, d'équilibre. Et comme le système de défense n'est plus en situation de maintenir l'équilibre d'une manière automatique, car la force des stimuli est trop importante, il va produire des symptômes. Le but est toujours
celui de protéger les éléments vitaux de l'organisme. Et il va ainsi générer des symptômes qui sont individualisés, qui sont propres à chaque organisme. L'homéopathie classique, comme elle a été envisagée, comprise, statuée par Samuel Hahnemann et ensuite adaptée par Kent et Vithoulkas, opère sur le paradigme que tout être humain naît avec une certaine quantité d'énergie disponible pour ses fonctions biosociales. Donc, les symptômes sont bénéfiques, utiles, car ils sont générés pour contrecarrer la maladie. La manifestation des symptômes représente la défense naturelle de l'organisme. Les symptômes sont donc l'expression de la défense de l'organisme. Il faut savoir que rien de ce qui se passe dans l'organisme n'est dépourvu de sens. Chaque symptôme ou syndrome aigu ou chronique apparaît car c'est la meilleure réaction possible pour contrecarrer le déséquilibre, la maladie. C'est donc la meilleure voie qu'un organisme donné choisit pour contrecarrer la maladie en fonction de ses propres possibilités, de ses prédispositions. Mais en tout cas, c'est la meilleure solution pour l'économie de l'organisme. Cela ne veut pas dire qu'on doit sauter de joie, bien sûr, lorsqu'on est malade. C'est juste un outil pour les thérapeutes dans leur approche de l'organisme malade. Et donc, il faut juste comprendre que la maladie est la réponse visible, donc la somme des symptômes et signes sont la réplique visible de l'organisme, sont la production de l'organisme face au déséquilibre qui s'appelle maladie. Et donc, puisque le rôle du thérapeute est d'aider le malade, le remède homéopathique, celui qui est capable de développer les mêmes symptômes chez la personne saine, vient aider, grâce à sa capacité de faire la même chose, il vient aider, soutenir, pousser l'organisme sur la voie que lui-même l'organisme a choisie, car c'est la meilleure pour lui. Les symptômes sont donc propres et individuels. Ça veut dire que dans une épidémie, par exemple, où il existe le même agresseur, par exemple l'agent infectieux, deux personnes différentes, deux organismes différents vont avoir besoin de remèdes différents. Il y en a un qui fait par exemple de la fièvre avec des céphalées pulsatiles, les yeux brillants, la tête congestionnée, les extrémités froides, et lui il va nécessiter un remède, un certain remède, qui est capable de produire ces symptômes chez une personne saine d'ailleurs, et ça sera différent d'une autre personne qui va développer plutôt de la toux, avec une sensation de froid, avec le désir d'être couvert, mais en même temps de couvrir juste le corps et d'avoir la tête à l'air, et éventuellement même avoir un ventilateur au niveau du visage, parce que c'est trop chaud, et de vouloir boire de l'eau par petites gorgées en même temps. Encore une fois, on admet que l'organisme sait dans son intelligence et selon ses prédispositions, il sait dans quelle direction évoluer, il sait quelle voie emprunter. Donc, on lui donne le remède qui est ainsi similaire, ciblé, semblable. Et cela donc fait bien résonance à l'observation de Hahnemann, qui était que ne guérissent que les substances qui montrent les mêmes symptômes chez la personne saine. Les symptômes ne sont donc pas quelque chose de collé, d'importé, d'étranger à l'organisme.
Ils sont produits au cours de l'effort de l'organisme à remettre l'équilibre. Ils sont produits par le système de défense qui vise ainsi de contrecarrer la maladie. Donc, le remède homéopathique va venir apporter de l'énergie, du soutien à l'organisme dans son combat. La réaction, très souvent, presque la règle, c'est une aggravation initiale qui est appelée aggravation initiale homéopathique, aggravation homéopathique initiale, et qui est presque mathématique parce qu'on additionne donc les mêmes symptômes, on les additionne, donc c'est logique qu'on voit une intensification des symptômes, mais cela va confirmer la concordance entre les symptômes et le remède, et donc l'apparition de l'aggravation homéopathique initiale, l'observation de l'aggravation homéopathique initiale au cours du traitement homéopathique garantit une amélioration notable après ça. Pour pouvoir ne pas la confondre avec une aggravation, une évolution défavorable de la pathologie, il existe certaines caractéristiques, certaines règles qui sont détaillées pour les homéopathes. Et premièrement, c'est que il s'agit d'une réaction limitée et transitoire. Et encore une fois, l'organisme va réagir, y compris à l'occasion de cette aggravation initiale, dans le sens de préserver la vie. Par exemple, dans une crise d'hypertension artérielle, le remède ne va pas augmenter davantage les chiffres tensionnels et exposer ainsi l'organisme à un risque d'AVC ou d'hémorragie, mais va accroître, va intensifier la diurèse d'une manière importante. Un autre principe de l'homéopathie classique alémanienne est la loi naturelle de guérison instaurée par Hering. La guérison est toujours centrifuge, c'est-à-dire de l'intérieur vers la périphérie, par exemple après le traitement de l'asthme. L'apparition des arthralgies est signe que l'organisme évolue sur la bonne voie. De haut vers le bas, un eczéma qui est présent sur le visage et sur le tronc au cours de la maladie après le remède, il peut disparaître à cet endroit-là et apparaître plus important au niveau des jambes, et aussi dans l'ordre inverse d'apparition des symptômes, ce que nous observons notamment dans les traitements de pathologies chroniques, dans les traitements chroniques. Donc, il existe des possibilités, des règles d'évaluation, des règles presque mathématiques, pour comprendre si le remède a agi et que doit-on faire en tant que thérapeute par la suite. Pour comprendre si l'évolution est favorable, autrement dit, si le remède a agi, si le remède était le bon, s'il a pu aider l'organisme et que l'organisme respectif, après le remède, est en cours d'acheminer vers la guérison ou non. Et dans le même ordre d'idées, il devient donc évident que l'homéopathie classique n'est pas compatible avec l'homéoprophylaxie, puisque l'homéopathie classique a besoin de symptômes pour pouvoir choisir un remède. Ce qui nous aide aussi beaucoup dans cette évaluation constante, périodique, régulière, l'évaluation des symptômes après l'administration d'un remède, donc de savoir si on doit attendre parce que le remède agit encore, ou on observe qu'il y a une sorte de stagnation, le remède ne peut plus agir, il a terminé son action,
ou donc il nécessite éventuellement répétition, ou on peut avoir des signes qui nous suggèrent le fait qu'on doit maintenant chercher un autre remède. Donc cette évaluation des symptômes est facilitée, donc l'approche est facilitée par le modèle à 3 niveaux, le modèle qui a été figuré par George Vithoulkas, le modèle de l'organisme humain. Il s'agit donc de l'organisation à 3 niveaux de l'organisme. Donc le premier, c'est à l'extérieur, c'est le niveau physique. Ensuite, représenté en vert là, le niveau émotionnel, et au plus profond et au plus protégé, le niveau mental ou spirituel. Sur chaque plan, il existe des organes hiérarchisés également, selon leur importance par rapport à la préservation de la vie. Donc sur le plan physique, selon donc par importance croissante vitale, on va de la peau, des atteintes cutanées, jusqu'aux atteintes du cerveau. De la même manière, au niveau émotionnel, il existe des symptômes au premier niveau des affections émotionnelles, de l'insatisfaction, et au fur et à mesure que la maladie évolue, les choses s'aggravent et on arrive à la disposition suicidaire. De la même manière, au niveau mental, il y a des symptômes qui sont hiérarchisés, et ce modèle est surtout utile à évaluer la réaction au remède. On sait que plus les organes par ordre d'importance sont atteints, plus la pathologie est complexe, difficile, profonde. Lorsqu'il y a atteinte, dans un cas des 3 niveaux, éventuellement atteinte profonde, donc atteinte cardiaque avec des idées paranoïaques et puis angoisse en même temps, on peut comprendre que le cas est très difficile et que le pronostic pour la guérison est assez faible pour la guérison. Mais on peut toujours aider, bien sûr. Donc c'est utile ce modèle, surtout pour évaluer la réaction au remède, pour analyser la voie vers la guérison dans des situations de pathologie chronique par exemple, car si on constate une évolution en partant des atteintes considérées plus graves et après des remèdes, les manifestations touche des organes plus superficiels, cela est un bon indice pour le thérapeute et qui va l'aider aussi beaucoup dans la marche à suivre. Grâce à ce modèle tridimensionnel, on arrive aussi à la définition de la santé, formulée, donnée aussi par George Vithoulkas. Donc la santé, c'est la liberté ou la libération qui doit comprendre les 3 niveaux d'existence de l'organisme humain. Le plan physique, la santé, c'est donc l'absence de douleur procurant un état de bien-être. Sur le plan émotionnel, qui est devenu de nos jours le plus grand pourvoyeur de pathologies, surtout dans la société occidentale. Sur le plan émotionnel, la santé veut dire libération, absence de passion asservissante, l'attachement à une idée, quelle qu'elle soit, à une personne, à une activité,
L'attachement qui occupe la personne complètement n'est pas signe de santé, mais seulement la libération des passions, seulement l'instauration d'un état dynamique de sérénité et de calme est compatible avec la santé au niveau émotionnel. Ce n'est pas non plus l'absence de passion, puisque ça peut être apathie ou indifférence ou léthargie, mais une sérénité dynamique, une sérénité, un calme dynamique. Et sur le plan mental, la santé idéale, le but vers lequel tous les humains regardent, c'est la capacité à se débarrasser d'égoïsme pour pouvoir s'unifier avec la vérité. Ce qui est bien sûr très difficile d'atteindre à 100% et puis dans l'idéal, car on est tous porteurs d'une part d'égoïsme parfois assimilée à une sorte d'instinct de conservation. Et l'instrument qui mesure le degré de santé chez une personne, c'est la créativité, mais la créativité pour soi et pour la collectivité. Donc l'homéopathie classique est une science qui d'abord est une science bicentenaire. C'est une science pacifique parmi toutes les médecines douces. En effet, elle trouve sa place et elle est pacifique aussi parce qu'elle se focalise sur l'organisme avec beaucoup d'empathie, sur l'organisme qui nécessite aide, qui nécessite soutien et ne va pas à tout prix s'occuper de la cause matérielle du déséquilibre, bien sûr tout ça dans les limites de la logique et de la cohérence. Par exemple, Hahnemann lui-même, il disait si dans une pièce il y a un bouquet de fleurs qui par son parfum capiteux provoque des céphalées, la première des choses est de enlever le bouquet de fleurs et ne pas se précipiter sur le malade en enchaînant des remèdes. Hahnemann était un grand promoteur des règles d'hygiène. Il avait aussi traduit un traité d'hygiène pour les jeunes mamans, un traité de Rousseau. Donc c'est tout aussi une écharde doit être enlevée parce que ça provoque de la douleur, bien sûr qu'on va commencer par ça. C'est une science qui est respectueuse aussi bien de l'organisme malade, mais aussi respectueuse des autres méthodes thérapeutiques. Elle admet et elle accepte toutes les méthodes de thérapie qui arrivent à regagner à l'être humain, à l'organisme malade, le bien le plus précieux, comme disait Samuel Hahnemann, sa santé, la santé acceptée dans la définition que nous venons de discuter. Et elle aborde donc le malade avec humilité, en pensant à noter la totalité des symptômes dans leur individualité, dans leur originalité, et surtout à administrer un seul remède à la fois qui va permettre d'une manière essentielle à le thérapeute à ajuster la prise en charge, ajuster la marche à suivre. C'est une science régie par des règles bien définies, presque mathématiques, qui se vérifient en pratique. Pour autant, il serait irresponsable de prétendre ou de clamer que l'homéopathie classique guérit toutes les pathologies. Hélas, aucune médecine n'arrive à guérir toutes les maladies, malheureusement, mais des situations où cette méthode a été employée
on peut voir des résultats absolument impressionnants. Pour vous démontrer un peu les effets de cette méthode de traitement, j'ai sélectionné quelques-uns des cas cliniques publiés. La totalité des publications, vous pouvez la trouver sur le site web de l'Académie internationale d'homéopathie classique, et vous pouvez remarquer à gauche en bas de l'écran l'adresse du website. Donc seulement quelques-unes de ces publications. Par exemple, la série de cas cliniques de psoriasis, qui a été publiée en 2019 par le Dr Maesh. Également une série de traitements de vitiligo, de cas de vitiligo, sur 14 cas de vitiligo. Un très intéressant article qui parle de 5 cas de gangrène traités par homéopathie classique et réussissant ainsi à éviter l'amputation. Un autre cas de carcinome embryonnaire, d'un traitement d'un coma prolongé post-chirurgical ou une syringomyélie. Donc c'est juste une petite sélection, mais vous allez voir qu'il y a des publications concernant souvent des pathologies fonctionnelles, hein, des syndromes prémenstruels ou des cas d'infertilité ou des pathologies, enfin, de la migraine ou même des pathologies cardiaques. Bien sûr que ces publications ont dû respecter les règles de l'art de la publication, et ils sont documentés chaque fois avec une imagerie éloquente, et puis aussi des images très intéressantes. Donc l'idée est que appliquer selon ces règles qui sont des règles mathématiques assez précises, hein, appliquer correctement, l'homéopathie classique peut apporter vraiment, peut donner des effets impressionnants. Ces règles-là ont été beaucoup structurées par le professeur Vithoulkas, fondateur de l'Académie internationale d'homéopathie classique, qui est située, donc, cette académie, sur l'île d'Alonissos en Grèce. Par ailleurs, le professeur Vithoulkas est auteur de Materia Medica Viva, de la science de l'homéopathie, The Science of Homeopathy, les niveaux de santé, The Levels of Health, un modèle nouveau de santé et de maladie, et beaucoup d'autres ouvrages, et a apporté des contributions remarquables à la médecine, parmi lesquelles on peut énumérer le continuum lésionnel dans l'apparition des maladies, dans cet article, que d'ailleurs vous pouvez aussi trouver sur le site de l'Académie. Donc le professeur Vithoulkas postule et argumente que entre les manifestations des pathologies aiguës qui se produisent à une certaine période de vie, en général pendant l'enfance, et l'apparition des pathologies chroniques plus tard, des années plus tard, il existe un continuum lésionnel. Il a fondé aussi la théorie des niveaux de santé.
Il a apporté, donc il a défini la santé comme on avait dit, comme on a exposé précédemment, et dans deux articles les plus récents, il postule la preuve de l'action du remède homéopathique au niveau du spin des électrons et également il analyse le rôle du microbiote dans les maladies chroniques. Le professeur Vitoulkas est professeur honorifique de plusieurs universités de médecine partout dans le monde. Il est membre des sociétés prestigieuses d'homéopathie et en 1996, il a reçu le prix Right Livelihood Award, qui est connu également comme le prix Nobel alternatif, pour son éminente contribution au renouveau de la science de l'homéopathie et à la formation des homéopathes au plus haut niveau. Cet homme a passé plus de 60 ans de sa vie à enseigner l'homéopathie et à pratiquer l'homéopathie, à apporter du soulagement à beaucoup de dizaines de milliers de malades. Et donc en 2020, pour l'anniversaire de 60 ans d'expérience, a été réalisé un vidéoclip que je vais vous présenter avec beaucoup de plaisir. At least in my understanding, there is no other science in which you are learning constantly till your last breath. Once you have followed this correct way. Je conclus donc cet exposé avec l'espoir que les explications apportées ont été pertinentes et surtout avec l'espoir que l'homéopathie classique hahnemannienne, cette discipline, cette science, va pouvoir être regardée et appréciée à sa juste valeur. J'en termine donc par les paroles du professeur Vitoulkas. Je crois que l'humanité a une bataille difficile à mener dans sa lutte pour atteindre une vraie santé
Et je crois honnêtement, d'après une expérience durement gagnée, que l'homéopathie peut offrir des solutions à ce problème. Je vous remercie de votre attention et j'adresse un grand merci tout particulièrement à Maria Fernanda au Mexique, à Maria à Lonisos et à Frédéric qui m'ont aidé à l'élaboration de cette présentation.